Bienvenue sur Franche Discussion pour ce deuxième entretien. Aujourd'hui, Philippe Fabry nous reçoit, donc merci de nous recevoir chez toi. Avec plaisir. Nous allons parler dans cette première partie d'actualité durable. Nous sommes le dimanche 10 novembre. Depuis le 6 novembre, nous savons que Donald Trump est le nouveau président des États-Unis. Tout d'abord, Philippe Fabry, je te laisse te présenter pour nos spectateurs. Alors, moi, je suis historien du droit des institutions et des idées politiques, je suis avocat et je suis aussi youtubeur. À la base, je suis surtout écrivain et j'ai commencé à faire des vidéos à partir de 2020 pour diffuser un petit peu ma pensée, qui consiste essentiellement en tentative de modéliser l'histoire humaine. Avec des différents modèles historiques, et donc utiliser ça pour analyser l'actualité géopolitique et politique. C'est ce que j'appelle l'historionomie, d'où mon pseudo Twitter, Historionome. Et donc sur ta chaîne YouTube, tu fais régulièrement des lives où tu commentes l'actualité nationale et internationale. La grande actualité aujourd'hui, c'est donc cette élection de Donald Trump, élection qui ne laisse aucun doute. Les 7 États pivots, les 7 États clés ont tous été remportés par Donald Trump. Le vote populaire, pour la première fois depuis 20 ans, a été remporté par les Républicains. La victoire est totale. Qu'est-ce que tu en tires comme conséquence à échelle nationale pour les États-Unis, à échelle internationale, peut-être des conséquences sur la France? Qu'est-ce que tu tires comme enseignement aujourd'hui de cette victoire? Alors pour moi, le premier enseignement, j'ai commencé à vraiment croire à cette victoire de Trump à la fin du mois d'août. Je crois que c'était à la fin du mois d'août ou début septembre, quand il a été rallié par Robert Kennedy Jr. Pour moi, c'est vraiment la rupture. Pourquoi ? Parce que ça voulait dire que le basculement du clivage était enfin en train de se faire. Parce qu'il n'y a pas que ça. C'est-à-dire qu'il y a eu ça. Et en même temps, en miroir, pour ainsi dire, il y a Dick Cheney et un certain nombre d'autres, c'est-à-dire anciens républicains, mais oligarques en fait, américains, ont rejoint, eux, la campagne de Kamala Harris. Et c'était typiquement ce que j'attendais depuis un moment comme basculement, parce que c'est en gros la naissance qu'on a vue à la fin de la République romaine des deux partis, les populares contre les optimates, c'est-à-dire l'establishment, on dirait pour les optimates aux États-Unis, contre les populistes. Et donc à partir du moment où ce basculement est fait, j'ai pensé que Trump pouvait revenir, parce que ça rompait totalement cette idée qu'il était le représentant de l'Amérique blanche, qui diminue relativement au sein de la population. À partir du moment où il commençait à être rejoint par une partie de ce qui était vu un petit peu comme, je pense, la gauche américaine, parce que Robert Kennedy Jr., je pense qu'il avait surtout dans ses soutiens, ou en tout cas pour une bonne partie, des gens qui avant étaient plutôt pour Bernie Sanders, c'est-à-dire des gens qui étaient à la fois de gauche et à la fois plutôt anti-establishment, plutôt grand capital américain. Et donc, ça fait cette espèce de fusion, côté fer à cheval finalement, entre droite et gauche, ce que j'appelle les anticonformistes, et qui permet cette mutation du clivage, et ça a donné lieu à ce qu'on a vu, c'est-à-dire une progression très forte, encore, ça avait déjà commencé avant, mais encore plus forte, du vote envers Donald Trump de la part des minorités, en particulier les latinos, les latinos, surtout les hommes. Voilà, et surtout les hommes, effectivement, mais on a vu cette mutation de gens qui votent véritablement pour des idées, et parce que et puis inversement, la caractéristique véritablement establishment du camp Kamala Harris a été vu, parce que il faut quand même se souvenir qui c'était Dick Cheney. Dick Cheney, c'est Guantanamo. Dick Cheney, on l'appelait, les démocrates l'appelaient Dark Vador à l'époque sous George Bush. C'était vraiment vu comme donc le fait qu'ils rejoignent, je pense que ça a dessillé beaucoup de personnes, et que c'est très important parce que ça, pour la durée, c'est important. C'est-à-dire que c'est le nouveau clivage qui est en train de se mettre en place aux États-Unis. Donc pour toi, cette élection, elle s'est jouée parce qu'il y a une recomposition du clivage entre élite et, on va dire, Amérique périphérique. Voilà. Mais c'est un clivage qu'on retrouve assez souvent en France, du moins dans les analyses de pas mal d'auteurs aujourd'hui, où on dit que souvent le clivage est aussi un clivage élite contre France périphérique. Certains disent aussi souverainiste ou déçu de la construction européenne et gagnant de la mondialisation. Pour toi, cette recomposition du clivage aux États-Unis, est-ce qu'elle a eu lieu en France ou est-ce qu'elle va avoir lieu en France ? Alors, c'est un peu différent, parce que, alors, certes, le problème est partiellement transversal à l'ensemble de l'Occident. Aux États-Unis, c'est un peu différent parce que la question du rapport des minorités au vote démocrate, elle est plus ancienne que chez nous. C'est-à-dire que, grosso modo, les démocrates, les États-Unis ont des minorités depuis beaucoup plus longtemps que nous. Les Afro-Américains, ils étaient chez eux alors qu'ils n'étaient pas chez nous. Nous, on a commencé à avoir des minorités ethniques
pour ainsi dire, 20e. en Europe, même à partir des années 60, plutôt 70. Avant ça, c'était vraiment partiel. Alors que chez eux, je veux dire, ils avaient déjà toute la lutte des droits civiques, c'était déjà engagé à cette époque-là. Ça se fait même à peu près en même temps que la construction de l'État donc américain. Chez eux, il y a un peu une suite avec ça. Et il y a un autre problème aussi, alors je ne veux pas entrer dans des considérations trop techniques, parce que ce serait trop long à démontrer ce que je veux dire, mais il faut bien comprendre qu'il y a une erreur avec la catégorie démocratie. C'est-à-dire qu'on a une catégorie pour penser les choses, démocratie, et dedans on met les régimes européens. En fait, on met tout l'Occident. Voilà. Et alors pour moi c'est une erreur, parce qu'en réalité, au plan de la construction, on va dire, étatique et nationale, les États-Unis sont à peu près au niveau où était la France au XVe siècle. La réalité, c'est ça. Oui. C'est-à-dire que c'était encore très peu centralisé. Il faut se rendre compte que l'équivalent, par exemple, de l'administration et de l'impôt permanent aux États-Unis, ça date de 1913. C'est avec l'apparition de la Fed et la création de l'Internal Revenue Service. Après la guerre de 100 ans. Voilà, donc il y a toute cette problématique-là qui n'existe pas chez nous. Chez nous, on est vraiment plutôt uniquement sur les problématiques sociales. Aux États-Unis, il y a des problématiques sociales, sociétales et politiques, c'est-à-dire dans la structure même du pouvoir qui se posent. Paradoxalement, le pays qui est peut-être le plus proche de ce qui se passe aux États-Unis, c'est la France, à cause de notre système hyper présidentiel qui nous rapproche effectivement de ce qui se passe aux États-Unis. La politique américaine et la politique française quand même se ressemblent sur ce caractère hyper présidentiel et donc sur le caractère particulièrement personnalisé de la politique. Et très très polarisant des élections. Et donc, est-ce qu'on a quand même, nous, des enseignements à recevoir? Alors, je sais que tu te places plutôt en tant qu'analyste, mais moi, d'un point de vue, on va dire, impliqué dans le débat politique, est-ce que tu penses qu'en France, on a des enseignements à recevoir, notamment sur l'attitude de Donald Trump à appliquer, on va dire, à notre logiciel français, à notre combat politique français? Alors, je dirais oui, et en particulier sur un point seulement. C'est que le régime de la Ve République, ce régime hyper-présidentiel, il a eu comme effet particulier, d'après moi, ce que je répète souvent, de transformer la France, qui était malgré tout, même à l'époque de la Troisième et encore la Quatrième République, un État relativement décentralisé, de retransformer le pays en une espèce de colonie parisienne. En réalité, nous parlons depuis Toulouse. Voilà, donc c'est particulier. Donc je suis un peu partial là-dedans, mais c'est le meilleur moyen de le voir. Et on avait fait mais j'avais pas été le seul d'ailleurs, sur Twitter à faire des petits calculs ces derniers mois. Pour voir que le gouvernement Attal, ça a changé avec le Barnier, on est déjà dans une mutation de reprovincialisation. Oui. Mais dans le gouvernement Attal, il y avait plus de 50% des ministres qui étaient tous nés à Paris ou dans la petite couronne parisienne. Alors que c'était 20% dans les années 70 encore. Donc, c'est-à-dire que rien que l'origine humaine du personnel politique et dirigeant, clairement, c'est énormément parisianisé. Et ça recrée effectivement une tension et une incompréhension entre périphérie et centre, qui est le même genre de choses qu'on voit entre les États américains et le gouvernement central de Washington. Et donc dans cette perspective-là, il y a, je pense, un travail de dénonciation de la domination de l'administration parisienne, et même de virulence dans ce discours-là, qui doit selon moi être fait, et qui en même temps commence à se faire naturellement. On l'a vu avec les embrouilles qu'il y a eu autour de la question du budget, de savoir si c'était les collectivités locales qui devaient supporter ce déficit public. Voilà. À mon avis, c'est un axe qui est très très peu exploité parce qu'on parle de la différence entre France périphérique et France des villes, mais on ne parle pas assez de l'opposition. Souvent, ça dissimule l'opposition Paris et province qui est, je pense, un ressort politique important. Effectivement, il y a le Rassemblement national a vraiment pris en compte cette analyse France périphérique et France de l'élite, sans pour autant mettre sur le logiciel Paris-Province. Mais donc, voilà, pour toi, c'est les enseignements qu'on peut tirer de ça, c'est vraiment axer la stratégie sur ce clivage. Maintenant, j'aimerais te relancer un peu sur les conséquences que tu vois déjà à échelle internationale. Souvent, dans les commentaires qu'on a dans les médias grand public, on voit la victoire. Il est souvent dit que la victoire de Trump, c'est une défaite pour l'Ukraine. Et toi, je sais que tu es en désaccord complet avec cette analyse. Et même certains membres de l'armée ukrainienne se sont exprimés en faveur, ou du moins ont félicité Trump, et sont dit prêts à collaborer en ce sens. Donc pour toi, quelle influence peut avoir ce succès de Donald Trump sur le conflit russo-ukrainien? Alors déjà, spécifiquement à propos de l'Ukraine, il faut se rendre compte que et c'est
peut souligner. Si les Ukrainiens ont pu arrêter les Russes en 2022, c'est en grande partie grâce aux équipements anti-chars, les javelines, que les Américains leur avaient donnés, et c'est Trump qui les avait donnés. Obama avait toujours refusé de les donner. Donc, s'ils étaient armés, en fait, c'était grâce à Donald Trump. Donald Trump, c'est celui qui a accru les sanctions contre la Russie de Vladimir Poutine pendant qu'il était président la première fois. C'est lui qui a confronté militairement les Russes en Syrie, alors que Obama avait toujours refusé de le faire. En 2017, c'est-à-dire 3 mois après être entré en fonction, Donald Trump bombarde la Syrie. Il détruit une bonne partie des capacités anti-aériennes syriennes, une bonne partie, je crois, 20% de l'aviation syrienne y est restée à cause de l'utilisation d'armes chimiques. Donc il a fait ce que Obama n'avait jamais osé faire, en fait. Et tout ça, on est à la barbe de Poutine. Il faut bien comprendre que Donald Trump, c'est aussi le type, au moment où Angela Merkel expliquait que on pouvait plus faire confiance à l'Amérique, que peut-être Donald Trump allait laisser tomber l'OTAN, c'était à ce moment-là que Donald Trump déployait une nouvelle brigade blindée américaine en Pologne, justement pour dissuader les... Donc, absolument tout le récit médiatique autour de ce que fait Donald Trump au niveau de l'OTAN est fallacieux. Je ne le comprends même pas. Est-ce que tu penses que c'est une vraie analyse, ils se trompent tout simplement, ou est-ce que tu penses qu'ils font un peu exprès de pousser ce narratif pour, dans des espérances électorales, ou parce que sur d'autres sujets, l'administration Biden profite peut-être plus à l'Union européenne que l'administration Trump? Alors il y a peut-être ça. Alors il y a sans doute de ça. De toute façon, le problème de l'administration, c'est que Trump veut faire payer aux Européens leur participation dans l'OTAN. Je ne comprends pas qu'on se plaigne de cette exigence-là, parce que ce qu'on dit du coup, c'est si les Américains nous laissent tomber, il faut qu'on déploie l'armée européenne. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on investisse. Donc ça revient exactement au même. Donc ça n'a pas de sens en fait. Le problème, c'est que ce sont des gens qui ne veulent pas payer, mais qui veulent continuer à avoir la protection américaine. Ce que Trump leur a toujours reproché, Donald Trump avait exactement dit quel serait le problème stratégique de l'Allemagne, en disant vous nous demandez de vous protéger alors que vous dépendez intégralement du gaz russe, ça va poser problème. C'est exactement ce qu'on a vu. Donc de manière générale, Trump n'est pas du tout pro-russe, et il l'a déjà montré au contraire. Je suis persuadé que le premier à avoir peur de la réélection de Donald Trump, c'est Vladimir Poutine aussi. Pourquoi ? Parce qu'il y a une chose très importante aux États-Unis, je parlais, ce clivage establishment, c'est extrêmement important. En fait, ce nouveau clivage aux États-Unis, Donald Trump on fait l'erreur de penser que c'est un isolationniste, c'est-à-dire qu'il veut se retirer, se replier sur les États-Unis. C'est pas du tout ça qui est en train de se faire. Les États-Unis, ils ont une vision, la vision isolationniste américaine aujourd'hui. Moi, je conseille toujours, pour comprendre ce que c'est que les États-Unis aujourd'hui, c'est paradoxal, mais d'aller lire un article de Paul Venn, donc le romaniste. Y a-t-il eu un impérialisme romain, où il expliquait en fait, vous avez toute la mentalité américaine qui est la même que la mentalité romaine. L'idée, c'est que pour être vraiment souverain, il faut qu'on soit seul. Alors dans un premier temps, vous dites il faut qu'on soit seul sur notre île. Quand vous apercevez qu'on ne vous laissera jamais seul, vous dites il faut qu'on soit le seul maître. Donc en fait, c'est ce qui s'est passé. Les gendarmes du monde et voilà, domination. C'est ce qui est, cette bascule, elle se fait à peu près au moment de Teddy Roosevelt, quand ils arrêtent l'isolationnisme et ils décident d'être le gendarme du monde. Et donc l'isolationnisme aujourd'hui, ça veut pas du tout dire on se replie chez nous. Ça veut dire on se remet à commander nous. On fait plus du multilatéralisme, d'aller demander l'avis aux gens. C'est nos intérêts avant tout. C'est comme ça et pas autrement. Et c'est clairement ce qui a été fait pendant la première présidence Trump, donc j'étais pas du tout surpris de ce qui s'était passé. Et en interne aux États-Unis, ça a un autre sens. L'idée de ça, quand Donald Trump dit il faut plus qu'on soit le pays idiot qui se laisse avoir en réalité, l'idée de Donald Trump, c'est pas donc qu'il faut se replier du monde, c'est que un bon nombre d'accords faits par les États-Unis ne profitent qu'à une partie des élites américaines, qui négocient, en fait, qui font du trafic d'influence, du poids qu'elles ont aux États-Unis pour vendre leurs services. Et donc, effectivement, il y a des accords qui peuvent être pris, qui sont au désavantage des États-Unis dans leur ensemble, mais aux avantages de certaines personnes. Et l'idée de Donald Trump, en fait, c'est juste de dire que l'intégralité de la population des États-Unis doit bénéficier de l'Empire américain. En fait, c'est ça, l'idée. Donc, c'est la même chose, c'est l'Empire américain, il bouge pas. Et même, il a tendance mais il est plus au bénéfice des mêmes personnes. Il est plus au bénéfice des mêmes personnes. Et donc, ce qu'il y a chez Donald Trump, c'est qu'il y a une propension à la rupture qui n'existe pas chez l'establishment. Si vous regardez la stratégie américaine mondiale depuis, alors c'est particulièrement intéressant depuis ces dernières années parce qu'il s'est passé beaucoup de choses, si vous regardez leur stratégie partout, et en particulier en Ukraine et autour d'Israël, la stratégie américaine, c'est faire en sorte que rien ne bouge ou que les choses bougent le moins possible. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire en sorte que la Russie perde en Ukraine, parce que si la Russie perd en Ukraine, ça risque de déstabiliser la Russie, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc on va juste donner à l'Ukraine ce qu'il faut pour éviter de s'effondrer, pour empêcher et profiter de ce statu quo. Pareil avec Israël et l'Iran. On finance pour éviter qu'Israël ait trop de problèmes, mais on ne les autorise pas non plus à déclencher une guerre parce qu'on veut que ça reste stable. Pourquoi ?
Tout simplement parce que les élites américaines, justement, autour de Dick Cheney, qui est un bon exemple, ont compris au début des années 2000 que, contrairement à ce qu'ils croyaient encore au moment où ils sont intervenus en Irak, en fait, ils n'avaient rien à gagner à pousser un petit peu plus à la domination américaine. Parce que ça leur a finalement coûté très cher, ça a posé problème. Donc, en fait, leur intérêt à eux, c'est... Ils profitent du système. C'est les gens, ils sont au sommet de la chaîne alimentaire mondiale. Donc, leur intérêt, c'est de faire en sorte que, justement, les choses ne bougent pas, parce que ça leur profite. Et Donald Trump, lui, il a un intérêt contraire. Il dit, pour que ça profite au peuple américain, il faut changer un certain nombre de choses. Et donc, il est capable de faire des ruptures. Il est capable, lui, d'aller bombarder la Syrie au nez et à la barbe de Poutine. Et il est capable aussi de multiplier les armes en Ukraine. Et c'est ce que disent les Ukrainiens, d'ailleurs. Ils disent, au fond, avec Harris, on aurait eu la suite de Biden, et la suite de Biden, c'était clairement qu'on ne nous aiderait pas à gagner. Donc, avec Trump, on aura peut-être enfin ce qu'il nous faut. Voilà. Et pour moi, c'est l'analyse la plus juste de tout ça. Et ça, la même chose au Moyen-Orient, d'ailleurs, probablement. Alors, pour revenir rapidement sur les implications en Amérique, sur le clivage, et aussi faire un parallèle avec la France, ce qu'on a fait un peu au début, j'avais vu un sondage passer sur les raisons du vote Trump. Alors, on l'a analysé comme, là, à l'instant, comme une recomposition du clivage. Maintenant, c'est intéressant de voir ce que les Américains en disent. Et donc, la première raison du vote Trump, ça a été un vote économique avant tout, un vote sur l'inflation. La deuxième, ça a été un vote sur l'immigration. Et la troisième raison qui a été mise en avant par ce sondage, c'était une lutte contre on va dire, les dérives culturelles de l'administration Biden-Harris et des volontés de Harris, et donc précisément de la lutte contre le wokisme. En fait. Il y avait la question du transgenrisme a été beaucoup mise en avant. Et ces problématiques, les dérives culturelles, mais surtout l'immigration et l'économie, c'est des questions qu'on retrouve énormément en France. Est-ce que ce sont les facteurs premiers du vote aux États-Unis, et ça va durer sur le long terme, et est-ce qu'on peut aussi voir dans ces facteurs les premières raisons du vote pour les prochaines échéances électorales en France? Oui, ça c'est transversal. Je pense qu'il y aura la même chose chez nous, et que pour le coup, là où on a un problème, pour revenir en même temps à ce qu'on disait tout à l'heure, un parallèle véritablement avec ce qui se passe aux États-Unis, c'est que l'immigration, typiquement, c'est un sujet qui pose pas tellement de questions quand on a des élites qui se perçoivent comme véritablement nationales, c'est-à-dire qui ont une connexion assez certaine avec leur population. Le problème des États-Unis, comme de l'Europe d'ailleurs, puisque les élites européennes se voient comme une extension des élites américaines, elles aimeraient être américaines souvent, c'est que... elles le sont parfois d'ailleurs, voilà, il y a beaucoup de liens. C'est qu'elles se perçoivent en fait, et elles sont de fait des élites, elles ne sont pas des élites nationales, elles sont des élites impériales. Ce qui caractérise les élites impériales, c'est que elles sont relativement déconnectées de la population. Et la population est vue comme une espèce de cheptel qu'on mène et qu'on exploite, finalement. Le petit nombre qui fait travailler le grand nombre. Et dans cette perspective-là, un étranger immigré n'est pas différent du national. C'est-à-dire que c'est du bétail en plus, quoi, en gros. Et donc, ils ont pas ce ressort affectif avec l'immigration. Et c'est pour ça que souvent... ces élites-là, on n'aime pas les identitaires, au fond, parce que, quelque part, le côté identitaire, c'est le côté peuple. Quand vous faites partie des élites impériales, vous n'avez pas ce souci-là. Et ça, c'est véritablement transversal aux États-Unis et en Europe, et donc vraisemblablement sur les élections, d'ailleurs, ça a déjà le même effet. On commence à sentir une montée de la problématique migratoire dans l'ensemble de l'Europe. Et donc le triomphe de Trump aux États-Unis est peut-être quelque chose qui pourrait avoir lieu en Europe et particulièrement en France, c'est aussi le synonyme d'un renversement des élites, d'un changement des élites, d'une élite internationalisée ou américanisée vers une élite nationale à nouveau? Alors, on retourne vers une élite nationale, mais je dirais une élite nationale européenne pour moi. C'est-à-dire que l'européanisme est vraiment quelque chose qui désormais est devenu assez presque consensuel. Alors, je ne veux pas dire consensuel parce que c'est l'objet de beaucoup de débats, mais clairement, pour moi, le souverainisme national est quelque chose qui est complètement dépassé maintenant. Ça ne me rassure pas. Non, mais c'est dans le sens où, si tu veux, pendant longtemps, il y avait les européistes pur jus progressistes, j'ai envie de dire, tenaient le haut du pavé, tenaient le pouvoir en Europe, tout simplement parce que face à eux, ils avaient essentiellement des souverainistes nationaux qui étaient d'accord les uns avec les autres, comme quoi il fallait pas plus se centraliser, intégrer, mais qui étaient d'accord que sur ça. Donc il n'y avait pas de pouvoir à l'échelle européenne. Et ce qu'on voit qui est en train de se passer ces dernières années, c'est que toutes justement les eurosceptiques, en fait, en Europe, se sont mis à un réseau et de fait ont admis pour eux aussi le cadre européen. Parce que par cette mise en réseau, mais lors de cette mise en réseau, elle se fait aussi, d'ailleurs même à l'échelle du Parlement européen, pour questionner la position de l'Union européenne et justement peut-être réduire ses prérogatives. Mais ils poussent quand même, certes via une alliance,
pour un retour vers des puissances au niveau national et pas au niveau, européen. Mais malgré tout, il en ressort une vision commune de l'Europe en général. Selon moi, c'est ça que j'identifie. Ils identifient même si c'est un slogan éculé, une Europe qui existe justement par sa diversité des nations. Les nouveaux groupes au Parlement européen, notamment Patriotes pour l'Europe, c'est patriotes nationaux pour l'Europe. Oui, mais ce qu'il faut voir, c'est que on a des structures maintenant, justement, ce genre de structure-là. Et ce genre de structure-là, c'est organique et donc ça prend sa propre vie finalement. Et donc plus ça va aller, plus ça va porter une vision alternative à l'Europe, et plus ces gens-là, quand ils verront qu'ils peuvent faire les politiques qu'ils veulent et qu'ils voudraient nationalement les faire passer via l'Europe, plus ils le feront. C'est-à-dire qu'en gros, plus les gens verront qu'ils peuvent travailler sur la question migratoire à l'intérieur de leur pays et protéger leur pays de l'invasion migratoire grâce à des outils européens, plus ils le feront. Et à mon avis, ils vont s'emparer de ça. Alors, je pense plutôt au contraire que le niveau européen va toujours bloquer parce qu'il demande trop de leviers qui ne sont pas accessibles, c'est-à-dire trop de majorité dans trop d'États différents, dans 27 États différents, là où un renversement au niveau national est plus accessible pour les différents partis anti-immigration. Alors, le truc, c'est que justement, c'est en train de bouger, ça. C'est-à-dire que, d'ailleurs, ça fait très peur en général aux eurosceptiques, l'idée qu'on mette fin aux questions d'unanimité pour aller de plus en plus évidemment, vers... oui. Ce serait un changement complet de dimension. Alors, le truc, c'est que, en plus, c'est les Allemands qui poussent le plus là-dessus, en se disant que ça leur permettra, en dominant finalement les petits pays européens, d'imposer un certain nombre de choses à des pays comme la France. Mais je pense que c'est un mauvais calcul et qu'il se passera le contraire, c'est-à-dire qu'il risque d'y avoir des frondes anti-allemandes, pour ainsi dire, de la part de toute l'Europe périphérique, sur un certain nombre de questions. En fait, ce renversement, pour toi, il n'aura pas lieu avec un alignement de l'Allemagne et de la France, mais avec plutôt une entrée en conflit de l'Allemagne et de la France. Moi, je ne cesse de penser, même quelque part de militer dans ce sens, mais je pense que ça se fera naturellement, et qu'en fait, ça se fait déjà naturellement, que la France doit cesser de se percevoir comme le co-dirigeant de l'Europe, parce qu'elle n'est plus depuis très longtemps, et qu'elle doit se percevoir comme le chef de file de l'Europe périphérique, ce qu'elle est en réalité devenue, et de faire ça contre l'Allemagne. Et en fait, on le fait déjà avec des choses comme l'alliance du nucléaire, par exemple, typiquement. Qui a été fait en dehors de l'Union européenne, mais justement, voilà. je trouve qu'à nouveau, ce cadre européen a porté préjudice à l'alliance du nucléaire, qui aurait dû chercher des alliances au-delà de l'Europe. Sauf qu'on est tellement enfermé dans un logiciel européen que l'alliance du nucléaire s'est fait uniquement au sein de tel pays, tous les pays de l'Union européenne pro-nucléaire, sauf l'Allemagne. Alors, effectivement, pour l'instant, c'est parce qu'aussi, quand on a un cadre dans lequel on est habitué à penser, on n'en sort pas, même si la question nucléaire... Je trouve que c'est un cadre qui limite énormément l'action de la France. C'est possible. Maintenant, il faut voir aussi qu'il y a, en France même, il y a beaucoup de choses qui sont faites. Alors, je ne pense pas que ça dépendait de Macron. À mon avis, c'est le Quai d'Orsay qui était en roue libre là-dessus, mais tant mieux, parce qu'ils sont plus au courant. Je pense que c'est pour ça. Plus au courant que de l'international. Il y a véritablement un mouvement de fond. On a élaboré tout un tas de traités d'amitié bilatéraux. Alors, on n'en avait qu'un jusqu'ici, c'était celui avec l'Allemagne qui datait, je ne sais plus, c'était les années 60. On en a fait un ces dernières années avec l'Italie, on en a fait un avec l'Espagne, et il me semble qu'on est en train d'en négocier un avec la Pologne aussi. Et c'est plutôt comme ça que moi je vois la nouvelle stratégie de la France dans des relations bilatérales plutôt que dans un cadre... Oui, alors mais dans ce cas-là, il faut distinguer cadre européen et cadre des institutions européennes. Effectivement, il y a un autre cadre qui peut se superposer aux institutions européennes elles-mêmes. Moi j'entendais européen dans ce sens-là aussi. Très bien. On va mettre fin à cette première partie de notre entretien. Retrouvez-nous très prochainement pour la deuxième partie où on va s'intéresser vraiment au fond de tes travaux. Merci beaucoup de nous avoir suivis et à très bientôt.